Merci de m'accueillir ici. Moi, je suis venu en voisin, hein, j'habite à Mazanger. Voilà, j'habite dans le Vendômois depuis 7 ans, tout se passe bien. Et ce qui est bien dans le Vendômois, c'est qu'on peut travailler par Internet, comme partout. Donc je travaille de chez moi la plupart du temps. J'étais journaliste pendant 17 ans au Monde diplomatique. Et j'ai pas tout à fait créé le site web du Monde diplomatique parce que je suis arrivé quelques mois après la création de ce site, en 1996. Et depuis, je fais de l'Internet, c'est un peu devenu mon métier, aussi bien comme observateur, journaliste, critique, etc., et comme programmeur aussi. Parce que j'ai participé à l'élaboration d'un logiciel qui s'appelle SPIP, qui permet de faire des sites web, qui est utilisé par quelques milliers de sites internet. Voilà, donc ça c'est une présentation rapide. Après, là je me suis dit que j'allais faire quelques images pour accompagner, mais c'est vraiment pour accompagner un texte. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors le titre, bon, machine de guerre, machine de paix, il faut bien dire que c'était un titre qui était là avant que je sache exactement de quoi j'allais parler. Donc ça recoupe un peu les problématiques qui m'intéressent, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces technologies qui nous entourent, qui nous noient parfois. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces technologies? Est-ce qu'on les utilise pour faire des choses constructives? Est-ce qu'on les utilise pour acquérir plus de puissance pour détruire l'adversaire, etc. Et en fait, je voudrais commencer par cette expression qu'on entend souvent, une espèce d'idée reçue et qui, à mon avis, est un problème parce qu'elle empêche de réfléchir. C'est l'idée que la technologie est neutre. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise. La technologie, au fond, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Hein. En elle-même, elle ne porte pas de valeur. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que la technologie soit neutre. La technologie, elle modèle l'histoire, elle transforme les sociétés, elle a des effets radicaux. Un de ses rôles, c'est pas tellement de nous faire plus efficacement ce qu'on faisait déjà avant, mais c'est de nous faire des choses complètement nouvelles. Puisqu'on parle d'Internet, si on revient au premier téléphone portable, téléphone satellite, quand ils sont apparus, tout le monde s'est dit, ça c'est pour les riches, j'en aurai jamais, c'est éventuellement pour les médecins, voilà, qui ont besoin de téléphoner quand ils sont sur la route, pour les pompiers, pour l'armée. Bon, aujourd'hui, il suffit d'aller au Kenya. Au Kenya, la banque fonctionne par téléphone mobile. Hein. Donc le moindre habitant d'un bidonville, pour peu qu'il ait un travail de ci, de là, pour, je sais pas, comme gardien de nuit, quand il a de l'argent et qu'il veut l'envoyer dans son village, il utilise son téléphone mobile pour faire ces transferts. C'est des choses qui étaient totalement inimaginables et je crois même que c'est des choses que dont beaucoup de gens ici n'ont pas l'idée. Au début des années 50, IBM fabriquait des machines à écrire et puis il y a une citation assez fameuse à l'arrivée de l'informatique de son directeur qui estimait que le marché mondial des ordinateurs s'élevait à 5 ordinateurs, 5 unités. Je pense que la citation est fausse, mais elle est quand même amusante. Aujourd'hui, il y a plus de 200 millions d'ordinateurs. Ça, c'est les courbes assez classiques qui montrent la puissance des ordinateurs. Ah, c'est pratique. La puissance des ordinateurs ou des machines de calcul. Donc là, c'est des échelles logarithmiques, c'est-à-dire à chaque fois qu'on augmente ici, on a multiplié par 1000 la puissance des machines. Et on voit que cette courbe, elle continue de manière complètement impressionnante. Et si on suit cette projection, on va arriver à la puissance du cerveau d'un singe, plus rapidement à la puissance du cerveau d'un homme. Tout ça dans la poche, dans le téléphone portable. On commence à parler de logiciels qui aident les soldats atteints du syndrome post-traumatique à gérer leur stress, par exemple.
De même, quand la télématique est arrivée, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec le Minitel? Et un Minitel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec le Minitel? Bon, ben, on se disait, on va faire une météo peut-être personnalisée, où l'ordinateur se souviendra d'où on habite et puis nous fera la météo. Aujourd'hui, bah, tout le monde a cet ordinateur, téléphone portable dans la poche. C'est un mouchard aussi. Et toutes les 2 minutes, on consulte Facebook. Enfin, ça consulte automatiquement, puis ça se met à vibrer s'il y a un message. Enfin, quand il y a un message, puisqu'il y a toujours un message. Et au passage, les opérateurs sont avertis d'où on est. Donc là, je ne sais pas combien parmi vous n'ont pas de téléphone portable. Je ne vais pas poser la question dans l'autre sens. Voilà, bon, très bien. Donc il y a 2 personnes qui ne sont pas, dont les opérateurs ne savent pas qu'elles se trouvent ici dans la bibliothèque. Bon, peut-être que ça ne gêne personne qu'on soit ici dans cette bibliothèque, mais si pour d'autres réunions, ça peut être un problème que tout le monde, que les opérateurs et les services de renseignement sachent qu'on passe la soirée ensemble. Donc ça, c'est pour la neutralité. Pour savoir si la technologie est bonne ou mauvaise, je vous propose une expérience de pensée, parce que ce n'est pas une expérience éthique. Vous prenez 2 enfants qui sont un peu énervés en fin de journée, dans le cours de récré, et puis vous posez entre eux un jouet. Alors, on va faire 4 expériences. Dans une expérience, on met un livre. Dans une deuxième expérience, on met un ballon. Dans une troisième, on met un jeu d'échecs. Et dans la quatrième, on met un couteau. Voilà. Je vous demande si la technologie est neutre. C'est-à-dire si le choix de l'outil va changer le résultat de l'expérience. Voilà. Certaines technologies, évidemment, sont de manière plus évidente mauvaises que bonnes. Enfin, moi, j'ai du mal à voir les bons côtés de la maîtrise du feu nucléaire, même si voilà, il y a toujours le tourisme qui s'intéresse à tout. Donc, on peut pas totalement écarter cette question morale, éthique, mais je pense que c'est pas un outil qui permet de réfléchir à la problématique de quels sont les impacts des technologies, le numérique étant un peu la somme de toutes les technologies. Pour moi, ce qu'il faut dire, c'est que la technologie ouvre un champ de possibilités nouvelles que les humains, dans leur diversité, vont toutes essayer. Et c'est ça qui est important. C'est pas tellement qu'on peut faire du bien ou on peut faire du mal, c'est qu'on va tout essayer. S'il y a des choses bien à faire, par curiosité, pour apprendre, par goût de l'expérimentation, ou aussi par volonté de puissance, pour chercher à dominer les autres, à dominer la matière, par générosité, pour chercher un remède à des problèmes de santé, toutes les applications sont envisagées, testées, développées. Si quelque chose de bénéfique est possible, ce sera tenté. Si quelque chose de nuisible est possible, ce sera tenté aussi. J'aime beaucoup cet artiste, Susan Treister, qui a fait une série de cartes de tarot. Donc là, c'est le... Bon, je ne connais pas assez l'anglais pour vous dire ce que c'est les pentacles dans le jeu de tarot. Donc elle a fait un jeu de tarot où chaque carte correspond à un espace mental sur l'Internet. Donc là, c'est la carte de Tim Berners-Lee, un Anglais qui travaillait comme chercheur documentaliste au CERN et qui, pour que les chercheurs puissent se communiquer leurs résultats, a inventé le web. Notre drame en matière de technologie, c'est que les usages à des fins de puissance augmentent très vite le pouvoir de ceux qui les mettent en œuvre. Ils se renforcent, ils accumulent de la puissance, ils amassent du capital, ils engrangent de la compétence, de la connaissance, et ils mettent tout ça au service de leurs propres intérêts. Alors, pour illustrer ça, j'ai pris ce petit dessin de l'inventeur du POC, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Avec Internet, ces entreprises, ces agents ne sont pas limités par la contrainte géographique. Et désormais, les premières entreprises mondiales, à côté d'Exxon et des pétroliers, à côté des Big Pharma,
des grosses entreprises de médicaments, on trouve les big companies de l'Internet et de l'informatique. Alors aujourd'hui, je remets une petite image de Susan Preister. Aujourd'hui, Amazon vaut 150 milliards de dollars. Oracle vaut... vous connaissez Oracle, base de données. Ils valent presque 200 milliards de dollars. C'est IBM, 200 milliards de dollars. Facebook, 200 milliards de dollars. Microsoft, presque 400 milliards de dollars. Google, 400 milliards de dollars. Apple, 600 milliards de dollars. On peut dire que les données, le traitement de données, l'informatique, la propriété intellectuelle, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est vraiment l'expression qu'on emploie pour décrire ça. Si ces chiffres ne vous parlent pas, parce que c'est un peu stratosphérique, on estime qu'il faudrait 30 milliards de dollars par an sur 10 ans pour éradiquer la faim dans le monde. C'est-à-dire la moitié de la valeur actuelle de Apple, ou 14% de l'ensemble des sommes que j'ai décrites auparavant, donc de 7 entreprises. Vous voyez, un septième de 7 entreprises pourrait permettre d'éradiquer la faim dans le monde. Bon, sans aller jusque-là, il faut se poser une question, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps pour les pouvoirs publics de retrouver un moyen de fiscaliser ces entreprises géantes, au lieu de les laisser engranger des profits colossaux dans des paradis fiscaux. Des sommes si importantes d'ailleurs qu'elles ne sont plus aujourd'hui capables de les rapatrier. Apple, par exemple, a tellement d'argent qu'elle ne sait plus quoi en faire. Elle préfère détruire le capital en remboursant ses actionnaires, en leur donnant du cash, plutôt que de l'investir. Et c'est même pire que ça, en fait, puisque pour rembourser ses actionnaires, elle va non pas récupérer l'argent qu'elle a stocké dans les paradis fiscaux, mais elle va emprunter aux banques de l'argent pour rembourser ses actionnaires. Alors je vous rappelle que depuis 2008, c'est quand même les contribuables qui ont financé les banques pour qu'elles prêtent de l'argent à l'économie réelle. L'économie réelle entre guillemets, parce que ça aussi ça se discute. Donc on est en train de voir que l'argent qu'on dépense tous pour acheter ces gadgets, ces machines qui sont indispensables aujourd'hui, sert en fait à alimenter des caisses noires qui échappent à l'impôt. Et ces boîtes font encore plus de profit en exploitant les impôts qu'on a utilisés pour renflouer les banques. Voilà. Et je m'abrite pour cette critique derrière un journal qui est peu suspect d'être gauchiste, The Economist, qui est un peu la Bible quand même, des libéraux britanniques. Et donc c'est un éditorial décrivant cette pratique de destruction d'actions comme de la cocaïne pour les entreprises. Mais revenons à Internet. Pendant que les profits s'accumulent dans les poches de ce qu'on appelle maintenant les GAFA, je pense que d'ici un an on aura changé, c'est l'expression journalistique. GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. À l'inverse, les usages civils, bienveillants, collectifs, partageurs, critiques aussi, les usages qu'on aimerait favoriser, qu'on aimerait voir advenir, ils sont plus lents à se mettre en place. Alors, il en existe des remarquables, et je ne vais pas faire une liste, je vais juste vous en montrer un. C'est le site, ici, il s'agit de Ushahidi. C'est un site qui a été développé au Kenya, au moment où il y a eu les élections de 2007 ou 2008, j'ai plus la date précise en tête. Peut-être qu'elle est indiquée, non, c'est trop petit. Et donc, c'est un site coopératif, où les gens qui étaient témoins de violences au moment des élections, de violences politiques, de cas où les gens étaient empêchés d'aller voter, etc., ont pu par SMS communiquer les informations à ce site, qui rapidement a mis en place un système de cartographie de crise qui a permis plusieurs choses. Ça a permis à la communauté internationale de s'intéresser à cette fraude électorale et donc de mettre un peu de pression sur l'État, sur le gouvernement pour qu'il se calme. Ça a permis aussi de préparer des procès qui ont eu lieu par la suite.
Et puis, ça s'est développé, et quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, c'est ce genre d'outil aussi qui a été utilisé pour très rapidement répondre à la situation de crise, essayer de localiser où étaient les dégâts les plus... enfin, essayer de coordonner un petit peu les actions, même si ça n'a joué qu'une petite partie dans, évidemment, un océan d'action rapide. Donc, il existe des choses formidables. La plupart du temps, ça ne renforce pas beaucoup la position de ceux qui y travaillent. D'un côté, on accumule. De l'autre côté, bon, quand vous traduisez un logiciel libre, quand vous contribuez à Wikipédia le soir, quand vous allez sur OpenStreetMap pour préciser qu'à tel endroit il y a des bornes à incendie, tout ça c'est très utile pour la collectivité. Mais ça, c'est pris sur le temps libre, c'est satisfaisant sur le plan personnel, mais ça ne permet pas de payer les fins de mois. C'est intéressant parce que en faisant ça, nous non plus on n'est pas limité par les contraintes géographiques. Donc on peut collaborer très vite avec des gens qui sont sur d'autres continents, qui parlent d'autres langues. Moi, je trouve que ça reste formidable. Et je trouve important d'initier tout le monde au fait que sur Internet, on n'est pas que consommateur de Facebook, on peut aussi créer des choses, faire avancer des connaissances ou faire avancer une construction collective, même si c'est aussi simple que les plans d'accès à tel ou tel sentier ou à telle ou telle borne d'incendie, pour reprendre cet exemple. Voilà, donc si je veux résumer ce débat, donc la question c'était: la technologie est-elle neutre, bonne ou mauvaise? Je pense qu'il faut prendre conscience de 3 points. Premier point, une grande difficulté pour la société de se rendre compte de ce qui se passe avec la technologie. Je ne sais pas si vous avez vu depuis quelques mois sur beaucoup de sites internet, on vous met un petit avertissement comme quoi le site utilise des cookies. Et on vous demande de cliquer pour enlever ce petit avertissement. Alors ça c'est venu à partir de campagnes qui ont été faites sur l'usage des cookies pour vous faire du traçage publicitaire. C'est des campagnes qui datent d'il y a 10 ans à peu près, où on s'est aperçu que quand on allait sur un site puis un autre, s'ils partageaient la même régie de publicité, la régie de publicité savait qu'on est allé sur tel site, tel site, tel site. Et donc pouvait nous mettre une publicité ciblée, parce que très rapidement avec l'informatique, il suffit d'avoir 6 ou 7 informations, les 6 ou 7 sites que vous avez parcourus, pour avoir une idée de vos goûts supposés, en tout cas de la publicité qui va bien marcher. Et ça, on s'est dit que c'était pas tout à fait normal qu'en consultant un site, on soit traqué ensuite sur l'ensemble du web. Et la prise de conscience de ça, ça a mis 10 ans, et on arrive à cette espèce d'avertissement relativement incompréhensible, et surtout qui ne sert à rien, parce qu'on est obligé de faire OK, et après on continue à être tracé. Voilà. Et quand on regarde les méthodes qu'utilisent maintenant les agences publicitaires, enfin c'est même plus des régies publicitaires, c'est des gigantesques entrepôts de données qui ne font que ça, et qui laissent la publicité à d'autres sociétés, elles n'utilisent plus du tout ces technologies de cookies. Donc on est dans quelque chose qui, arrivant très longtemps après, n'a plus de relation avec le problème qu'il était censé traiter. Par ailleurs, quand une technologie arrive, quand une invention apparaît, on met toujours en avant ses bons côtés, parce que ceux qui mettent en avant la technologie, c'est ceux qui sont dedans, et donc ils ont envie que ça marche. Et donc, l'exemple que j'aime bien citer, c'est toujours le nucléaire. Le nucléaire, c'était formidable, hein. On allait percer les secrets de l'univers, on allait obtenir de l'énergie gratuite, on allait guérir le cancer, on allait faire briller les montres dans le noir. Bon, on ne savait pas encore que les montres, en les faisant briller, on allait donner le cancer. Et on allait fabriquer des crèmes de beauté. Ça, c'est le summum. Donc la crème Tau-Radia, embellissante parce que curative, du docteur Alfred Curie. J'espère que ça n'a pas été diffusé trop longtemps, mais on a quand même tenté ça. Et puis la technique, elle est mise à profit.
Et les groupes qui s'en emparent et qui la développent, c'est-à-dire souvent des industriels ou qui deviennent des industriels, ou les militaires, ils ont toute raison d'en vanter les intérêts et d'en minimiser les risques, jusqu'à la propagande. Ce qui fait que les voix discordantes, les oppositions, les critiques, ils se révèlent que plus tard, ils sont d'abord marginalisés, ignorés, contestés, réprimés. Et puis quand ils arrivent à se faire entendre, on invente un débat citoyen qui parfois réussit à noyer le poisson. Le seul cas, je dirais, où le débat public n'a pas été éteint par tout ce processus, c'est en Europe la question des OGM. C'est un des très rares cas, c'est-à-dire que sinon on trouve toujours, comme cette affaire de cookies, on trouve toujours une solution où on fait semblant d'avoir traité le problème. Et voilà, et l'histoire continue parce que la technologie s'impose en fait. C'est ça un petit peu la conclusion. Ensuite, faire des choix et faire de bons choix. Ça aussi c'est compliqué. Parce que en démocratie, les gens qui ont fait leur gagne-pain avec ces techniques, ils ont aussi leur mot à dire et puis ils n'ont pas peur de signer des chèques, des gros chèques. Alors que le reste de la population, les 99%, donc ça c'est les manifestants à Wall Street, là, du mouvement 99%, eux ils n'ont pas les moyens de prendre les lobbyistes. Ils ne peuvent pas être dans les couloirs du Parlement à distribuer des petits cadeaux, comme on l'a vu notamment lors du débat sur Adopi. Donc il faut être honnête avec notre démocratie, et reconnaître que les lois qui vont contre les intérêts des puissants, elles sont rares. Troisième point, troisième difficulté pour la société, par rapport aux technologies, par rapport au numérique, c'est une fois qu'on a fait des choix, les appliquer d'une manière juste et efficace. Là, je vais prendre un exemple qui nous ramène à la question d'Internet. C'est une anecdote. Donc Internet dans les écoles, les collèges, on s'inquiète que nos bambins soient exposés à toutes ces horreurs qui traînent sur le réseau et dont on entend toujours parler dans les médias. Pornographie, racisme, drogue, etc. Alors on censure. En tout cas, l'éducation nationale incite à bloquer des sites, bloquer des accès. Et en pratique, le blocage est parfait. Ça repose sur des listes noires qui sont pas à jour, d'une part, qui sont maintenues dans le meilleur des cas par des bénévoles de notre pays, mais parfois par des entreprises, des sous-traitants, etc., qui font faire ça en Inde ou à l'île Maurice. Et ça ne marche pas non plus sans un risque de ce qu'on appelle le surblocage, c'est-à-dire qu'en bloquant un site, on va bloquer accès à tous les sites qui sont à côté. Parce qu'on l'a bloqué à travers différentes techniques de blocage. On ne filtre pas forcément le contenu, on ne sait pas reconnaître le contenu. On va filtrer donc, tous les sites qui sont à proximité. Un exemple qui date de la semaine dernière, c'est une prof qui s'appelle Mara Goyek, qui tient un blog sur le site du Monde. Et elle voulait projeter dans son cours une vidéo pour ses élèves, une vidéo de l'émission Le Dessous des cartes, qui était consacrée au début de l'islam. Et en fait, elle s'est retrouvée en cours avec un écran sur lequel il y avait le message suivant, qu'on ne peut pas lire, mais je vais vous dire. Vous avez fait une tentative d'accès à un site web qui ne présente aucun intérêt pour des besoins d'information pédagogique. Voilà. Donc la machine lui répond ça, à partir de listes noires qui ont été élaborées on ne sait où. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de recours, il n'y a pas si je suis prof et je sais ce que je fais. Enfin, voilà. Donc la machine décide que cette ressource, pour des raisons algorithmiques ou quoi, ne présente aucun intérêt. Et comment? C'est un navigateur spécifique qui a été développé? Non, c'est les firewalls. C'est les proxys des. Enfin, ouais, c'est les. Voilà. Donc je ne sais pas quelle est la politique de la bibliothèque en matière de censure du web. Ce serait intéressant qu'on en parle. C'est sûr que quand vous offrez des livres à disposition, quand vous les mettez à disposition, c'est un choix positif. Avec le web, le choix, c'est simplement de tout avoir. Et du coup, s'il y a un choix qui est proposé, c'est un choix soit en guidant les gens, soit en bloquant. Nous, on ne bloque rien du tout, on n'utilise pas notre collègue qui est à l'espace multimédia qui est modérateur, et on fait signer une charte aux gens en leur demandant de ne pas aller sur les sites
pédophile, raciste. C'est une surveillance humaine. On est censé regarder tous les historiques. Oui, après, quand même. Ah oui. Non, mais on n'a pas le temps de regarder tout. Hein. Non, mais si vous êtes censé faire. Non, mais par exemple, si je sais pas, j'ai une maladie, je veux pas que ma famille soit au courant. Je vais en bibliothèque et c'est les bibliothécaires qui sont au courant. Il y a toujours ce problème. Non, mais la surveillance, c'est aussi une difficulté. Bon, cela dit, le bibliothécaire peut profiter pour nouer le contact, etc. C'est pas tout négatif, mais on est obligé de se poser ces questions. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, ça fait 20 ans que j'observe ce qui se passe avec les tentatives avec Internet et donc avec les tentatives de régulation d'Internet. Et j'avais commencé à m'intéresser à ces questions au début du web, à la fin des années 90. Là, donc ça, c'est une carte de la censure dans le monde. C'est une carte parmi d'autres, mais qui montre qu'il y a beaucoup de pays qui se posent ce genre de problème. Et donc dans les années 90, j'étais membre d'un petit groupe qui défendait ce qu'on appelait le web indépendant. On avait monté un site qui est resté dans son jus, puisqu'on l'a arrêté en 2005. Donc on avait monté un site, et avec ce site, on essayait d'expliquer à tout le monde que sur Internet, on avait la possibilité d'être des acteurs et pas juste des consommateurs d'informations. Que pour ça, il fallait apprendre à utiliser les outils. Donc à l'époque, on faisait des sites avec un logiciel, avec des logiciels qu'on appelait FTP, qui existent encore, mais bon, maintenant on utilise des gestionnaires de contenu, n'est-ce pas ? Donc il fallait comprendre comment tout cela fonctionnait, il fallait découvrir comment on pouvait faire marcher un serveur, fabriquer nos outils, nos logiciels, nos procédures, tout ça pour être indépendant. Alors, être indépendant, on est toujours dépendant de quelque chose, mais c'était être indépendant face à des plateformes qui proposaient des choses clés en main, mais où l'utilisateur n'avait aucune maîtrise. Donc clairement, ces plateformes ont disparu, mais il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Facebook qui rend exactement ce genre de service en surveillant, en fichant absolument tout le monde, en établissant une carte ce qu'ils appellent le graphe social, qui est quand même, c'est ce que faisait la Stasi, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de différence, sauf que ils ont beaucoup plus de moyens, ils ont accès aux choses les plus intimes, etc. Mais je dérive un peu. Voilà, donc de ce groupe, le mini-réseau, ne serait-ce que pour faire ce site, parce que quand on faisait notre site, on commençait à se marcher sur les pieds, parce qu'on mettait plein d'articles, et puis on écrasait les articles des autres, et les corrections, et on ne savait plus où on en était. On s'est dit, on va faire un petit logiciel qui va nous permettre de gérer ça. Et c'est à partir de là qu'est né le logiciel SPIP, qui permet à tout le monde de publier sur Internet, qui est utilisé par des milliers de sites. Il y a tout type de sites, d'information militante, par exemple Act Up Paris, mais il y a aussi un site d'actualité de la Formule 1, le site de la Ligue nationale de rugby, des journaux, des sites gouvernementaux, le lycée de Vendôme. Bon, tout le monde peut l'utiliser, les forces armées du Sénégal aussi. Voilà. Et en passant du statut de consommateur passif à celui d'acteur, ce qui était aussi important, c'était de comprendre du coup quelles étaient les règles commerciales et les lois qui s'appliquaient. Parce que quand on est consommateur, il n'y a pas tellement de lois qui s'appliquent, enfin un petit peu, mais c'est quand même simple. On a quelque chose à lire, on le lit, il n'y a pas de délit dans la lecture, pas encore. Maintenant, si vous commencez à lire un livre que vous avez emprunté sur Amazon, etc., ça devient compliqué. Même cette question devient compliquée. Mais au fond, ça restait simple. Alors que quand on devient acteur, quand on s'exprime, ça devient compliqué. Surtout quand on laisse des gens s'exprimer sur son site, ça devient très compliqué. Qui assume en cas de dérapage, qu'est-ce qu'on doit faire,
Est-ce que si on héberge un contenu, que ce contenu pose problème, est-ce qu'on a le droit de le supprimer? Est-ce qu'on a le devoir de le supprimer? Est-ce qu'il faut attendre qu'un juge nous demande de le supprimer? Et ça, c'est des questions qui ne sont vraiment pas faciles. Du coup, on a travaillé ça, les limites à la liberté d'expression, les obligations des éditeurs, et puis l'évolution du droit d'écrire et du droit de lire. Donc la question politique, les projets de loi qu'on a surveillés, qu'on a critiqués, justement on retrouve des critiques sur Usine. Du coup on s'est intéressé au groupe de pression, au procès, etc. Bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est un petit peu toujours le même cycle qui se répète, un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une affaire exemplaire, ou une panique morale qui arrive, et qui vient devant le tribunal et qui permet de montrer que le réseau est trop libre. Alors voilà, on fait n'importe quoi sur Internet, on a entendu ça pendant des années. En 98, c'est une histoire de photos de Estelle Hallyday, nue, des photos qui ont été publiées dans la presse, et puis elle a fait un référé pour que ce soit interdit dans la presse, et c'est scanné, et c'est mis sur un site web. Et là, c'est mis sur le site, un site qui est hébergé sur un hébergeur qui s'appelle Alterne, qui est un hébergeur militant, qui depuis 1992 a été monté en 1992 et permettait à chacun d'avoir un espace de publication libre et gratuit. On ne se posait pas la question de l'anonymat, donc les gens avaient des pseudos, mais la police n'a jamais voulu diligenter une enquête pour savoir qui était derrière le numéro IP qui aurait permis de remonter aux responsables. Et donc la police voulait la justice voulait faire condamner l'hébergeur. Donc il s'est battu contre ça en disant si vous voulez faire une enquête et trouver le responsable, vous faites l'enquête, mais c'est pas à moi de dénoncer une personne que j'héberge s'il n'y a pas une demande de la part de la justice. Vous voyez, on est sur des problématiques de droit. L'idée, c'est pas de dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi et on peut mettre les photos de n'importe qui sur un site, mais c'était de savoir quelle était la procédure pour supprimer un contenu litigieux. Et en fait, ça a duré très longtemps, et puis Valentin, donc l'opérateur de cet hébergeur, il a fini par être obligé de tout fermer. Donc, des tas de sites militants, poétiques, artistiques, on ne parlait pas de blog à l'époque, mais des gens qui s'exprimaient, qui racontaient leur vie, leurs problèmes, leur joie, etc. Tout a disparu. 96, il y a aussi, si vous vous souvenez, l'affaire Gubler. C'est un ancien médecin de François Mitterrand qui publie un livre dans lequel il évoque le fait qu'il avait un cancer, que son cancer était mal soigné, etc. Donc il est censuré, le livre est censuré à la demande de la famille. Et évidemment, le livre est tout de suite scanné, mis sur Internet, et ça passe à la télé. Donc tout le monde se précipite pour charger le livre. Évidemment, impossible de le charger, puisque comme tout le monde se précipite, le site tombe en panne. Mais voilà, après on a eu pendant des semaines et des semaines des infos comme quoi sur Internet, tout était, les violations de la vie privée, etc. Donc on a toujours associé dans les médias Internet à de la criminalité, la pédophilie, nazie, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a fini par revendiquer l'expression « nous sommes pédonazis ». Alors les journalistes qui insistaient bien sur la vie privée, après ils ont fait Secret Story, ils font les enquêtes sur je sais pas, ils font la traduction par exemple du rapport Starr sur Bill Clinton et Monica Lewinsky, etc. Donc on peut dire que l'argument ne vaut pas grand-chose, mais c'est toujours cet amalgame auquel on a dû faire face. Voilà. Donc après ces affaires, on a toujours, dans la foulée, une proposition de loi répressive où les grands principes des Lumières sont souvent absents.
Un autre exemple, c'était l'affaire Yahoo. Et ça, c'est intéressant, non pas pour le contenu. Bon, c'était sur Yahoo, il y avait des sites d'enchères et des objets historiques qui étaient vendus aux enchères, notamment, et c'est ça qui suscitait le litige, des objets nazis. Donc il y avait une cartouche de Zyklon B, des choses comme ça qui étaient vendues aux enchères. Et ça, c'est légal aux États-Unis et c'est pas légal en France. Et Internet donnant accès à tout le monde de partout à ces contenus, la question c'était de savoir si on pouvait faire appliquer sur un site américain une législation française, au moins pour les gens qui consultaient depuis la France. Ça concerne tous les pays. Les Chinois sont peut-être un modèle, les Français aussi, à savoir que la loi française doit s'appliquer pour les gens qui lisent depuis la France. Donc bon, ça là je schématise beaucoup, mais depuis cette époque, c'était peut-être la première fois, mais depuis on trouve ça constamment, le contenu de ce qu'on trouve sur le web change en fonction du pays où on se trouve. Donc vous allez sur YouTube parce que un ami espagnol vous donne un lien, et puis vous arrivez, c'est marqué, ce contenu n'est pas disponible dans votre pays. Vous allez sur le replay de la télévision norvégienne, vous n'avez pas accès au documentaire parce que vous n'êtes pas en Norvège. Vous voulez accéder à Albert Camus, qui est dans le domaine public au Canada, mais pas en France. Vous pouvez pas y accéder parce que vous êtes en France, même si ce que vous lisez est sur un site canadien. Donc là, c'est le droit de lire. C'est plus le droit d'écrire, c'est le droit de lire qui se transforme. Alors sur cette histoire d'Albert Camus, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur le site en question, qui est au Canada, que je vous invite à aller voir, vous pouvez télécharger les documents, mais il est bien indiqué que si vous vous connectez depuis la France, il ne faut pas le faire. Alors, il y a eu une période où c'était bloqué, c'est-à-dire qu'il détectait qu'on se connectait depuis la France, donc ça veut dire une sorte de fichage aussi, pour essayer de voir d'où vient l'internaute. Donc là, on lui redonne la responsabilité, ce qui est peut-être plus malin, mais du coup pas du tout efficace. Non mais c'est vrai. De toute façon, c'est pas efficace. Parce que quelqu'un qui veut vraiment un contenu, il va envoyer un mail à quelqu'un d'autre, ou alors il va utiliser un proxy, ou alors toutes ces techniques sont bien connues, bien diffusées. Nous, on a acheté des liseuses, on a voulu mettre du livre de droit. On a été sur le site canadien et il y a des textes qu'on n'a jamais pu. Ah oui, mais là j'ai essayé tout à l'heure, parce que la dernière fois que j'avais essayé c'était bloqué. La bibliothèque, c'était absolument. À Camus par exemple, on n'a jamais pu. D'accord. Parce qu'il nous disait que notre adresse IP justement n'était pas. D'accord. Bon. Moi j'ai essayé tout à l'heure, j'ai pu télécharger le PDF. Mais Comment? Sur vos liseuses, pourquoi vous ne pouviez mettre que les livres? Mais on n'a pas mis que des livres de droit, mais on a acheté Camus. Mais on a acheté Camus. Voilà. Et en plus, comme les éditeurs français font payer les livres numériques pratiquement aussi cher que le livre papier. En matière de livres, il y a une initiative qui date même d'avant le web, puisque ça a commencé en 89-90, je crois. Ça s'appelle le projet Gutenberg, donc où les gens scannent et relisent les scans de livres qui sont dans le domaine public, mais qui sont dans le domaine public aux États-Unis, par exemple. Alors, comme la loi n'est pas la même partout, on n'est pas sûr. Il faudrait faire une étude sur chacun des livres pour avoir le droit de faire ne serait-ce qu'un miroir de ce projet en France. Ce qui fait qu'en France, on n'a pas de miroir du projet Gutenberg. Donc ça, c'est un exemple pour moi où on se prive, par cette insécurité juridique, on se prive d'un outil qui pourrait être génial, parce que en ayant sous la main des milliers ou des dizaines de milliers de livres qui sont scannés, donc on peut travailler les textes, on peut faire des études sur l'évolution de telle ou telle forme d'écriture, l'évolution de l'usage des mots, on peut faire des choses qui n'ont même rien à voir avec la lecture du texte, mais simplement le fait que c'est numérisé permet de faire des analyses dessus assez riches. Voilà. Après, il y a eu l'histoire de Adopi. Là, j'avais un petit peu quitté j'étais moins actif dans cet espace militant.
Donc Adopi, c'est venu avec une grosse pression, enfin une énorme pression de l'industrie du disque et du film contre le piratage. On avait proposé à l'époque notamment quelqu'un qui s'appelle Philippe Aigrin, qui est un ancien fonctionnaire européen, des dispositifs qui étaient non intrusifs. Donc l'idée c'était non pas de forcément lutter contre le piratage, mais d'essayer de financer la culture à partir du moment où elle s'échangeait sur Internet. Et donc il y a plusieurs réponses à ça, et une des idées c'était de considérer que le partage à but non lucratif pouvait être autorisé, je sais pas, comme la légalisation de certaines drogues douces n'autorise pas forcément à en produire en masse et à en distribuer dans les supermarchés. La légalisation du partage à but non lucratif n'aurait pas forcément autorisé à créer des sites de piratage massif. Et en échange, l'idée c'était d'un prélèvement forfaitaire de quelques euros par mois, 5 euros par exemple, sur la connexion, sur les fournisseurs d'accès. Donc ça s'appelait, ça portait plusieurs noms, mais on s'en souvient un peu comme de la licence globale. Et donc cette proposition est arrivée jusque dans les débats parlementaires, mais ça a été vite écarté. Et puis est né Adopi. Adopi, qu'est-ce que c'est? C'est le flicage permanent de toutes les connexions Internet pour voir qui fait des échanges. Il y a une société privée qui est mandatée par Adopi, donc par la haute autorité pour les protections des droits de propriété intellectuelle. Donc elle mandate une société privée qui s'immisce dans les échanges pair à pair, donc qui en fait fait semblant de télécharger tel ou tel film, tel ou tel morceau de musique, pour voir quelles sont les autres machines qui sont sur ce réseau et qui échangent le fichier. Et après ils font un procès verbal. Le procès verbal est remonté à l'Adopi, qui envoie ensuite toute ce qu'on appelle la réponse graduée, c'est-à-dire un email, une lettre recommandée, avec la menace à la fin de suspendre la connexion, donc de priver les gens de toute cette part de notre vie sociale, politique, de travail, de recherche de travail, d'information qui se joue en ligne. Donc là aussi, il a fallu pas mal se bagarrer, mais pour limiter les dégâts. Et aujourd'hui, c'est presque comique parce que cette semaine, c'est ça, je ne sais plus quel jour c'est. Il y a Netflix qui est arrivé en Europe, vous avez entendu parler de ça. Et Netflix, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une entreprise américaine, privée, qui propose de prendre quelques euros par mois pour qu'on puisse consulter tous les films qu'on veut. Donc résultat, au lieu de développer une solution locale en bonne intelligence avec tout le monde, on va créer un nouveau géant des GAFA qui va mettre son argent dans les paradis fiscaux et détruire du capital. Et l'industrie, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a considéré ses clients comme des ennemis. Tous les consommateurs se retrouvent à se faire agresser par des lettres et des menaces de suspension, etc. Bon, je pense que la plupart s'en fichent, mais quand même, c'est pas une relation où on a envie de devenir, d'être dans quelque chose de plus constructif. Et maintenant, il y a un nouveau monstre commercial américain qui débarque, et puis voilà, c'est comme les éditeurs se retrouvent face à Amazon, comme maintenant les éditeurs de musique et de films se retrouvent dans la même situation par rapport à Netflix. Aujourd'hui aussi, enfin cette semaine, la semaine dernière, je veux dire, ce qui nous occupait, c'était l'affaire de la radicalisation terroriste. Ça nous concerne directement, puisqu'on parle d'Internet. Ce projet de loi contre le terrorisme, qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et qui a été adopté la semaine dernière, est fondé sur une hypothèse policière, une hypothèse selon laquelle c'est en consultant des sites web que des jeunes gens se radicalisent et s'engagent dans le terrorisme. D'où un projet de loi qui donnerait à l'administration un pouvoir de censure administrative, donc de censure des sites, sans passer par un juge. On en revient, c'est toujours le même cycle qui vient là.
bon, on peut penser ce qu'on veut de cette théorie de la radicalisation, de gens qui sont seuls et puis qui rencontrent l'appel du terrorisme sur Internet. Moi, je pense que ça ne vaut pas grand-chose. Parce que les gens, quand on étudie un peu le parcours des gens qui s'engagent dans ces voies-là, ben, on se rend compte que c'est souvent le constat de l'injustice de la société, du racisme notamment anti-musulman qui provoque au moins le déclenchement de leur parcours. Et ça, bon, ben, c'est pas au ministre de l'Intérieur certainement de traiter ces problèmes-là, mais pour y mettre fin, il suffit certainement pas de couper le réseau. C'est pas en cassant le thermomètre qu'on arrête la fièvre. Par ailleurs, il y a déjà des possibilités, en passant par un juge, de couper certains sites. Voilà. Par contre, il fait guère de doute pour moi que cette solution de facilité qui a été adoptée, de coupure administrative, vise à reprendre le contrôle sur un moyen d'expression qui est trop libre et que les pouvoirs ne contrôlent pas. Pour analyser un peu plus toutes ces questions, je vous invite à consulter le site de la Quadrature du Net, qui est une association qui milite pour défendre Internet, ou en tout cas défendre les internautes, on va dire, face à ces dérives sécuritaires, mais pas seulement. Donc, ils ont beaucoup milité au plan européen contre Adopi et l'équivalent. Et maintenant, ils se battent aussi beaucoup sur ce qu'on appelle la neutralité du net. Je ne vais pas rentrer dans ce débat maintenant, mais c'est l'idée de la neutralité du net, c'est que quand une entreprise vous dit on vous offre un accès Internet, elle doit vous offrir vraiment un accès Internet, et pas un accès où elle décide ce qui va être dans le package, ce qui ne va pas y être. Donc par exemple, vous avez ça dans les offres téléphoniques, Internet, Facebook avec Orange, alors s'il n'y a que Facebook, c'est pas Internet. Enfin, peut-être que ça passe techniquement par Internet, mais s'il n'y a que Facebook, c'est pas Internet. Facebook eux-mêmes, ils ont décidé de fournir un accès au réseau partout, avec des ballons son, des je ne sais quelle technique. Et ce sera un accès à Facebook. Il y a une dizaine de sites. Mais ils disent on va fournir l'accès Internet à la planète entière. Donc ça, c'est la question de la neutralité du net. C'est aussi des problématiques de vous allez sur tel site, mais il est ralenti. Vous voyez, et ça marche, on peut se connecter, mais pour un site de vidéo, par exemple, si vous êtes chez Free, la vidéo le soir sur YouTube, ça marche pas bien. Ça marche vraiment pas bien. Bon, parce qu'ils sont en bagarre commerciale, et donc ils utilisent leurs clients voilà, ils embêtent les clients pour gérer donc ma crainte en l'espèce, hein, c'est pas tellement le blocage des sites terroristes, parce que déjà on pouvait le faire auparavant, puis on n'est pas obligé de tout tolérer non plus en termes de liberté d'expression. En tout cas, c'est pas mon propos. Ma crainte, c'est qu'on se retrouve avec une extension de ces mesures liberticides et sécuritaires bien au-delà, et très très au-delà, de l'objet initial pour lequel elles ont été adoptées. Comme aux États-Unis, où le Patriot Act avait été voté en 2001, juste après les attentats du 11 septembre. Et là, je vais vous raconter l'histoire de Aaron Swartz. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était sur la page d'accueil de la bibliothèque. Donc, c'était un petit génie. Hein. À l'âge de 13 ans, il avait participé à la définition d'un protocole qu'on appelle RSS, qui permet au lecteur de s'abonner à des blogs ou à des sites et puis de recevoir les actualités du site de manière très simple. Voilà, donc il a fait beaucoup de choses. Je vais même pas essayer de résumer ce qu'il a fait, mais après il s'est engagé dans des startups. Il s'est retrouvé, il avait beaucoup d'idées, et puis après il a quitté ces startups quand c'est devenu trop commercial. Il avait beaucoup d'idées pour que les gens puissent discuter librement sur le web, et puis il y a quelque chose qu'il ne supportait absolument pas, c'était que de l'information scientifique, donc les résultats des recherches, et notamment les résultats des recherches payées par les contribuables, donc les résultats des recherches des chercheurs du public, soient enfermés dans des bases de données propriétaires pour lesquelles les universités, mais aussi les autres chercheurs, doivent payer des sommes extrêmement importantes pour y accéder. Ça vraiment, ne supportait pas cette idée.
Il avait aussi téléchargé pendant un moment plein de documents, d'articles scientifiques. Et puis il avait fait une petite analyse de ces articles, et puis il s'était rendu compte, il avait prouvé, on va dire, que les conclusions des chercheurs qui étaient financés par des industriels étaient souvent beaucoup plus positives que les conclusions des chercheurs qui étaient financés par l'université elle-même. Donc voilà un petit peu le monde dans lequel il évoluait. Et puis un jour il s'est dit qu'il allait télécharger tous les articles d'une base de données d'articles scientifiques qui s'appelle JSTOR. Et pour ça, comme il habitait à Boston et qu'il avait ses entrées au MIT, parce que c'était vraiment un type génial, donc il connaissait plein de gens, il s'est dit le MIT c'est bien, ils ont les accès à JSTOR, ils ont une bande passante de folie. Et donc il avait pris un petit ordinateur, il était allé le cacher dans une armoire informatique au MIT, et il avait écrit un script qui téléchargeait toute la base de données. Et donc le MIT au début, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, leur compteur de téléchargement explosait, donc ils ont essayé de limiter, donc lui il est revenu, il a modifié son script pour changer l'adresse IP, pas se faire repérer, etc. Au MIT, donc le MIT c'est quand même un institut qui encourage beaucoup tout ce qui est un peu en dehors de, tout ce qui est un peu inhabituel, tous les gens qui veulent penser autrement, etc. Enfin, c'est l'image qu'ils ont. Et en fait, donc pour essayer de le choper, ils ont mis des caméras de vidéosurveillance dans l'armoire informatique. Et puis un jour, ils ont fini par avoir une image d'Aaron Swartz qui relevait les compteurs, en fait, qui venait changer l'ordinateur. Et du coup, ils lui ont envoyé la police, ils l'ont attrapé. Et après, il s'est retrouvé, je reviens à mon sujet que je n'ai pas perdu, il s'est retrouvé accusé de crime terroriste, enfin d'un crime très grave selon le Patriot Act. Puisque le Patriot Act, au moment où il a été passé, c'était pas uniquement pour empêcher des avions d'aller taper des tours, mais ils se sont dit nos infrastructures électroniques sont aussi en danger, donc toute tentative de piratage, c'est un crime extrêmement grave, et donc ça peut être 15 ans de prison, des choses comme ça, j'ai plus les chiffres en tête. Donc non seulement il s'est retrouvé accusé comme ça avec une menace judiciaire très lourde, mais en plus, comme il tenait enfin quelqu'un pour appliquer cette loi, le FBI s'est acharné contre lui et a refusé de lui présenter quelque chose qui aurait été, qui reconnaisse, oui, effectivement, il avait commis un petit délit, et voilà, qu'il paye une amende et tout ça. Personne ne dit qu'il n'avait rien fait, d'ailleurs on n'en sait rien, puisque sous la pression et sous cet acharnement, il a fini par se suicider. Voilà, donc c'est le désastre qui a touché beaucoup le monde, justement des gens qui s'intéressent à ces questions du copyright, etc., puisque c'était une personnalité très importante qu'on a perdu l'an dernier. Donc je vous invite à visionner le film qui est présenté sur le site, qui s'appelle The Internet's Own Boy, donc le garçon de l'Internet. C'est un documentaire qui explique vraiment très bien les enjeux, et il a été sous-titré par des bibliothécaires, c'est ça ? Oui. Donc il a été sous-titré en français, et on le trouve sans problème, puisque là, il est diffusé évidemment en licence libre. Voilà, donc le Patriot Act, on peut se dire, c'est pas nous, hein, c'est les fous de l'autre côté là, de l'Atlantique. Mais dans le projet de loi Cazeneuve-Manuel Valls, donc on avait déjà un article, l'article 323-1 du Code pénal, qui nous punissait de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour le fait, je cite, le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Ce qui signifie, en clair, que si vous piratez ou si vous obtenez un accès sur un compte que vous n'êtes pas censé utiliser et vous y restez, même sans télécharger, même sans... Voilà, vous êtes passible d'une punition de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Alors, le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, donc celui qui vient d'être adopté la semaine dernière, prévoit de multiplier cette amende par 3 333 pour arriver à un total tout rond de 100 000 €. C'est accès à une base de données.
En fait, ça couvre toutes les tentatives de piratage. Il faut voir que le piratage, c'était pas un délit avant, puisque ça n'existait pas. Et quand ça a commencé à exister, c'était pas encore un délit. J'ai un ami qui était, on peut dire, c'est le premier pirate condamné en France. Il a été condamné pour vol d'électricité, parce qu'il n'avait rien fait d'autre que de faire tourner un logiciel dans le serveur Minitel des cafés grand-mère. Et donc il avait installé une messagerie pour qu'on puisse discuter, enfin je ne le connaissais pas à l'époque, mais pour que les gens puissent discuter, et il employait ce serveur qui n'avait pas été sécurisé, et il avait mis un autre logiciel, donc ça ne perturbait pas la publicité des cafés grand-mère, mais ça utilisait l'énergie de cette machine, et comme il l'avait trouvé, il avait condamné pour vol d'électricité. Mais il n'a pas été condamné à 2 ans de prison et 100 000 € d'amende. Donc là encore, c'est une question de proportionnalité. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de l'affaire Tarnac. D'ailleurs, si vous n'avez pas ce livre, au revoir. Si vous n'avez pas ce livre en bibliothèque, il faut vraiment l'avoir, parce que non seulement le sujet est bien, mais c'est écrit de manière merveilleuse. Donc Tarnac, c'est Michèle Alliot-Marie, qui était la ministre de l'Intérieur, celle qui proposait d'aider les Tunisiens en leur envoyant nos policiers. Donc elle était contente parce qu'elle avait enfin trouvé les terroristes pour appliquer sa loi. Donc un complot terroriste d'extrême gauche qui était donc les fameux épiciers de Tarnac, pour lesquels aucune preuve n'a été finalement ne tenait. Voilà, on se souvient aussi que Nelson Mandela était un terroriste. Bon. Donc Tarnac, ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient des livres dans leur bibliothèque. ça a fait partie des circonstances aggravantes. Voilà, les livres. Mais c'était pas le. Avant Internet, on avait les mêmes problèmes avec les livres. Déjà. Absolument. Absolument. Donc on est dans cet amalgame permanent. Terrorisme ou revendication politique. Terrorisme et partage, ou piratage. Piratage, partage, tout ça, on ne sait pas trop où on en est. Et on voit que quand on veut faire passer une loi, on nous montre des meurtres horribles commis par des djihadistes en Syrie. Et après, on fait passer n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi peut toucher tout le monde dans d'autres domaines. Quoi. La loi, c'est la même qui s'applique à tout le monde. Donc là, il y a un sérieux problème de proportionnalité et de dérive. Et par ailleurs, que l'État s'occupe de surveiller et de policer, c'est aussi son rôle, c'est normal, mais il faut qu'il y ait des garde-fous, il faut maintenir des garde-fous. Et ce qu'il faut constater, et ça va être la dernière partie de mon intervention, ce qu'il faut constater, c'est que les garde-fous ont sauté. Vous avez entendu parler de la NSA. Alors la NSA, à la fin des années 90, la NSA, son surnom c'était No Such Agency, qui veut dire aucune agence, il n'y a pas de telle agence. C'est parce qu'en fait elle était secrète, et on a commencé à en entendre parler on ignorait plus ou moins son existence. Il y avait quelques spécialistes en avaient entendu parler. Et puis on a découvert un réseau qui s'appelait Échelon, qui est sorti dans la presse, qui surveillait toutes les communications planétaires, les réseaux téléphones par satellite, et déjà Internet. Et ces révélations, en fait, elles ont été faites suite à la découverte par un journaliste néo-zélandais, Nicky Hager, qui enquêtait sur les services secrets. Il est tombé un jour, il a vu un carnet de notes qui était tombé dans l'herbe autour du centre des services secrets. Et il a regardé, il y avait les noms de plein de gens. Donc il a commencé à regarder à qui appartenaient ces noms, et il s'est aperçu que c'était des agents américains qui n'étaient pas censés être dans la base de Nouvelle-Zélande. Donc lui, il a pu mettre au jour comme ça le réseau entre les 5 grands pays. Bon, je ne vais pas m'étaler sur Échelon. Il y avait aussi un Anglais, un chercheur pacifiste, qui s'appelle Steve Wright. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il était allé voir sur place ces antennes. Alors certaines sont dans des boules,
comme ça, donc elles sont protégées, puis en plus on ne voit pas comment elles sont orientées. Mais d'autres ne sont pas protégées, et donc c'est des paraboles, et on voit comment elles sont orientées. Alors on peut faire ce genre de schéma. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est les tours de British Telecom, hein, donc c'est les tours qui envoient les signaux téléphoniques. Donc là, il y a une tour ici, à Pale Heights, là il y a une autre tour. Et puis juste ici, il y a une antenne du GCHQ qui est l'équivalent britannique de la NSA. Il y a des cartes comme ça. C'est quand même très bizarre. Hein, l'antenne se trouve vraiment sur le segment qui relie une tour à l'autre. Ou alors il a regardé dans quelle direction les paraboles étaient orientées, puis comme ça il voyait quelle base communiquait avec laquelle. Tiens, c'est marrant, il y en a une qui est orientée vers Washington, ou je ne sais. Donc ils ont pu mettre au jour comme ça le réseau, et puis enquêter à partir de ça en faisant de la cartographie radicale. Évidemment, si on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est qu'en juin 2013, il y a Edward Snowden qui a préparé sa sortie, qui est parti à Hong Kong et qui a révélé l'existence de programmes de surveillance dont même les plus paranoïaques de mes amis, et j'en ai beaucoup, étaient loin de se douter. Donc bon, la surveillance du portable d'Angela Merkel, ça lui a rappelé des bons souvenirs. Les serveurs centraux de Google, là où transitent les mails de Gmail, ils s'étaient branchés directement sur les câbles. Alors, non seulement ils ont le Patriot Act qui leur permet de demander à Google l'accès, mais si jamais Google ne voulait pas donner l'accès, ils peuvent se servir directement parce qu'ils sont allés prendre physiquement sur le câble. Si vous commandez du matériel informatique et qui vous est livré par la poste, il est tout à fait possible que la NSA ait intercepté le colis, qu'ils aient ouvert le carton, qu'ils aient implanté une puce dans le plastique, qu'ils aient refermé, vous renvoie tout. Edward Snowden a montré des vidéos où les gens faisaient ça. Alors ils ne le font pas pour tout le monde, hein, je vous rassure, mais c'est quand même des choses assez impressionnantes. Et donc voilà, ils engrangent. Alors, eux ils disent qu'ils engrangent que des métadonnées. Alors les métadonnées, c'est qui a appelé qui, quand, combien de temps, évidemment combien de fois, etc. Bon, ça c'est les métadonnées. Et pour engranger tout ça, ils construisent à Bluffdale, c'est dans l'Utah, donc dans un désert, c'est un endroit très sec. Ils construisent le plus grand data center de la planète. Voilà. Une révélation qu'il y a eu il y a quelques jours, c'est donc en Syrie, il y avait. Donc vous savez qu'en Égypte, je vais reprendre à partir de l'Égypte, en Égypte, il y avait eu, au moment de la révolution, il y avait une coupure de réseau, coupure d'internet, coupure des téléphones portables, parce que le pouvoir se sentait dépassé par les événements. Comme ils voyaient que l'information circulait énormément sur ces réseaux, ils avaient décidé de le couper. Et en Syrie, il y a eu une coupure aussi, une coupure qui a duré, il y en a eu une seule, et elle a duré une journée à peu près. Et en fait, on apprend, donc tout le monde a pensé évidemment que c'était Bachar al-Assad qui avait décidé de couper Internet pour les mêmes raisons. Et en fait, on apprend, Edward Snowden nous apprend que c'est la NSA qui s'était plantée. En fait, il avait fait une fausse manip, ils étaient en train de pirater tous les systèmes de routage du réseau syrien. Et puis, ils se sont plantés, ils ont éteint une machine, et après, ils n'arrivaient plus à la rallumer, parce qu'elle était éteinte. Et donc, c'était la NSA. Peut-être plus grave, là, donc en Israël, il y a l'équivalent de ces agences, NSA et GCHQ. Donc en Israël, ça s'appelle l'unité 8200. Et il y a plusieurs hauts gradés de cette unité qui ont démissionné il y a quelques jours et qui ont fait une lettre ouverte pour dire nous, on ne peut plus travailler dans ces conditions. En fait, la NSA espionne toutes les communications des Palestiniens, etc., nous transmet tout en clair, et on essaye de savoir quels sont les points faibles qu'on peut utiliser pour ensuite obtenir des informations. Donc, notamment, ils essaient de savoir s'il y avait des Palestiniens homosexuels, etc., pour les faire chanter. Donc ils ont démissionné en masse, et ça serait éventuellement une des raisons
qui aurait poussé Edward Snowden aussi à quitter ce milieu. Bon, on pourrait parler longuement des révoltes arabes et du rôle des blogueurs, des internautes sur place et à l'étranger. Une initiative qui était quand même très intéressante, c'est au moment où le réseau en Égypte a été coupé, il y a des Français, et pas seulement, des Européens, d'un groupe qui s'appelle Telecomics, qui ont ouvert des modems, qui ont retrouvé des vieux modems dans les caves, qui ont ouvert des modems sur leur ligne téléphonique et qui ont fait circuler l'information, parce que tout n'était pas fermé, en disant, pour essayer de dire aux Égyptiens, si vous voulez vous connecter, vous pouvez toujours faire un appel international sur tel numéro, vous aurez un modem et là vous aurez Internet. Donc c'est voilà, une solidarité internationale un peu de pirates comme ça, qui était assez intéressante. Dernier exemple, parce qu'évidemment c'est pas Internet qui a fait les révoltes, hein, c'est pas du tout mon sujet, mais le fait de taguer sur les murs, là c'est lors des manifestations en Turquie de l'an dernier, le fait de taguer sur les murs DNS 888, qui est un DNS, donc c'est Google qui opère ce DNS, mais qui fait que ça permet de contourner une certaine forme de censure. Bon, bah ça, voilà, ça veut dire que ça a de l'importance voilà, c'est pas anodin. Je ne dis pas que ça a tout fait, évidemment. Parce que c'est ce qu'on me reproche souvent quand je parle de ça. On me dit non, mais les révolutions arabes, c'est pas du tout Internet. Non, c'est pas Internet. On soit bien d'accord, mais ça joue un rôle. Et ce rôle, c'est aussi c'est important de le montrer. Un autre rôle qui est important, notamment en Égypte, c'est que des thèmes inédits ont pu émerger, et je pense notamment à l'utilisation du viol comme arme de répression sur la place Tahrir. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été beaucoup pratiqué, et dont je pense qu'on n'aurait pas entendu parler sans Internet, parce que c'est quelques personnes qui ont recensé ces cas, qui ont osé affronter, parce que c'est quand même difficile, qui ont osé affronter le regard des autres, affronter les risques pour leur famille, etc., en racontant ça. Donc ces thèmes n'auraient certainement pas été aussi visibles sans ces médias. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion. Je dirais ceci. Si on peut oublier la question morale, si on peut oublier la question de savoir si le développement d'Internet est bien ou est mal, la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Mais pas qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on veut faire du bien ou faire du mal, c'est qu'est-ce qu'on veut concrètement en faire. Où va-t-on avec ça, avec ces technologies, avec quelles ambitions? Voilà. Par exemple, est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser Facebook? Puisqu'on voit que ces données ce commerce de données devient une des plus grosses industries mondiales. Est-ce qu'on peut travailler à développer des biens communs? Est-ce qu'on peut essayer de limiter l'accaparement des connaissances par des intérêts privés, notamment à travers la propriété intellectuelle? Est-ce qu'il est possible pour les citoyens de reprendre le contrôle sur un appareil d'État comme la NSA, qui est devenu fou, devenu totalitaire, ou ses équivalents en France, parce que hein, il ne s'agit pas de parler des Américains, c'est juste qu'ils ont la plus grosse agence. Voilà, je crois que la réponse est dans nos actes, ce qui me laisse à la fois très optimiste et assez désespéré. Merci. Ça, c'est un exemple de HackLab, justement. C'est un orgue à carottes.